la nouvelle session avec Émile Darail. Bonjour tout le monde. Merci. Tout d'abord, comme l'a fait mon collègue avant de nous quitter, je voulais remercier aussi l'Académie de chirurgie pour cette invitation qui nous est faite de consacrer une session, ce qui n'est pas très fréquent, à la pathologie mammaire. Et donc j'ai demandé à certains de mes collègues, je ne les vois pas tous ici, voilà, comment vas-tu ? Donc de bien vouloir faire un point sur des points très précis qui sont sujets à débat actuellement. Et parmi ces éléments, j'ai demandé à Gilles Baudy, s'il veut bien commencer, de nous présenter toute la problématique actuellement qui est celle du carcinome intracanalaire du sein. Problème majeur puisque vous savez que désormais on sait que le dépistage du cancer du sein aboutit à quasiment 25% de diagnostic de carcinome intracanalaire. Donc la problématique est celle de la légitimité de la prise en charge, jusqu'où aller dans ce type de cancer. Donc Gilles Baudy qui est un des experts dans le domaine. Bien, merci. Donc on m'a demandé de vous parler de la question de la stratégie thérapeutique dans les cancers in situ du sein. C'est une question que j'ai présentée ici sous forme plutôt de réflexion. Faut-il revisiter les stratégies thérapeutiques en matière de cancer du sein et soulever un petit peu, tout en faisant l'état des lieux, les questions qui restent, qui sont évidemment extrêmement nombreuses. Alors la problématique, je l'ai résumée sur cette première plaque, qui est assez simple à formuler. C'est un cancer qui globalement est de très bon pronostic, ce qui incite spontanément à faire une désescalade thérapeutique, et on pense tout particulièrement aux formes de bon pronostic. On reverra ça plus dans le détail plus loin. Mais pourtant, malgré ce caractère de bon pronostic global, c'est un cancer qui est associé à une augmentation significative de la mortalité à long terme, par le biais des récidives locales invasives. Vous savez que quand un carcinome in situ récidive une fois sur deux, il récidive sous forme infiltrante, ce qui explique ce pronostic finalement qu'il faut nuancer, avec pour ces malades qui font des récidives locales invasives des évolutions métastatiques dans 15% des cas, et par conséquent un retentissement net sur la survie spécifique liée au cancer, passe dans cette pathologie de 95 à 60%, avec un risque relatif de décès qui passe à 5 par cancer. Alors, l'un des points très importants, parce que la réflexion, on peut l'amener en parallèle par rapport au cancer infiltrant, c'est que les intracanalaires du sein constituent là aussi une pathologie très hétérogène. Les carcinomes in situ sont des précurseurs des cancers infiltrants qui eux-mêmes sont très hétérogènes. Et les intracanalaires le sont également, aussi bien dans leur mode de découverte, le plus souvent découvert par la mammographie, mais parfois par des signes d'appel clinique, également sur le plan histologique, et bien sûr par leurs caractéristiques biologiques qui expliquent la grande variété d'évolutions possibles de ces carcinomes. Alors pour commencer, j'ai repris un petit peu, je dirais, la base de nos réflexions dans les RCP, qui restent aujourd'hui quand même les recommandations de l'ACA qui ont été établies il y a maintenant un peu plus de 5 ans, en novembre 2009, qui permettent d'établir dans leurs grandes lignes les schémas de prise en charge des carcinomes intracanalaires du sein, avec, dans la majorité des cas, la possibilité de faire un traitement conservateur, sur des indications qui reposent sur le rapport entre la taille des lésions et le volume du sein, et bien sûr sur les marges d'exérèse. Et donc on admet aujourd'hui que lorsque les marges d'exérèse montrent une distance d'au moins 2 mm, on peut faire un traitement conservateur et le prolonger par un traitement de radiothérapie, alors que lorsque la marge de tissu sain autour du carcinome est inférieure à 2 mm, eh bien ça va conduire à des reprises chirurgicales, dont on peut discuter d'ailleurs de l'intérêt, sûrement trop nombreuses, avec des conséquences esthétiques non négligeables. Et ça aboutit finalement pas à des chirurgies parfois itératives, à des indications de mastectomie.
Pour la chirurgie radicale, c'est dans toutes les autres situations, lorsque la chirurgie conservatrice n'est pas possible, donc c'est essentiellement lorsque les lésions sont étendues, lorsqu'elles sont multifocales, ou même parfois dans certains cas lorsque la patiente le souhaite. Et donc on aura la discussion à mener sur l'indication de la mammectomie totale, avec ou sans reconstruction immédiate, et le problème du curage ganglionnaire, que je n'ai pas du tout abordé dans cette question, que j'ai essentiellement centré sur le sein. Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail, je voulais rappeler ici quels sont les principaux facteurs pronostiques de récidive locale dont on dispose actuellement, qui sont de 3 ordres, grosso modo. Il y a des facteurs qui sont des facteurs cliniques, qui sont les circonstances de découverte, j'en ai dit un petit mot précédemment, l'âge, qui est un élément sur lequel je vais revenir, qui est sûrement un élément très important, des facteurs histologiques, avec bien évidemment les marges d'exérèse, la taille de la lésion, le grade histologique, et puis ce qui est intéressant, surtout dans le domaine de la recherche, mais qui probablement, je pense, aura un impact de plus en plus important dans nos prises en charge thérapeutiques, le profil moléculaire. Et puis il y a des facteurs liés au traitement, il y a quand même quelques possibilités d'adaptation au niveau des traitements, par le biais de la radiothérapie, même si ces indications sont évidemment très larges pour un traitement conservateur, et puis par le biais du tamoxifène, qui a probablement quelques indications. Alors je voudrais reprendre certains de ces facteurs pour illustrer un petit peu l'état de nos connaissances actuelles et mettre en valeur un certain nombre d'entre eux. Je commencerai par l'âge, qui est un élément qu'il faut absolument prendre en compte, en particulier chez les femmes jeunes. Et quand on parle de femmes jeunes dans cette pathologie, ce sont surtout les femmes qui ont un âge inférieur à 40 ans. Vous voyez qu'en fréquence, ça représente une très petite proportion des femmes présentant cette pathologie. Vous voyez que ça fait, dans cette étude multicentrique française, cet observatoire national qu'avait mené Bruno Cutuli, ça ne représente finalement que 4% des patientes atteintes de cette pathologie. L'influence de l'âge, elle apparaît dans, on peut le dire, pratiquement toutes les grandes études de la littérature internationale. Les études, bien sûr, étrangères, françaises également, montrent toutes, vous le voyez bien sur les données de la littérature, la fréquence avec laquelle on observe les récidives locales chez les femmes jeunes par rapport aux femmes qui ont plus de 40 ans. Dans toutes les séries de la littérature, on voit que la fréquence des récidives locales est nettement plus importante, de façon très significative, dans ce groupe de femmes jeunes. L'influence de l'âge se retrouve de façon évidente parmi les autres facteurs que j'ai rappelés ici. On le voit bien sur cette diapositive, chez les patientes de moins de 40 ans par rapport à celles de plus de 40 ans. Je pense que le diagramme est très significatif et très parlant par lui-même. À tel point que certains auteurs dans la littérature, et là je fais référence à une étude française qui avait été colligée par Madame Thuon d'Arras à Bordeaux, qui avait repris une étude multicentrique française faite par 12 centres anticancéreux dans une période importante, vous voyez, qui s'étalait entre 1974 et 2003, portant sur 207 patientes présentant un carcinome intracanalaire pur, et qui identifiait clairement, avec les biais habituels des études rétrospectives, que ces carcinomes chez les femmes de moins de 40 ans constituent un groupe de moins bon pronostic à plus haut risque de récidive locale, avec une survie diminuée. Et ça conduisait les auteurs à proposer des indications très restrictives dans cette population d'âge sur les indications du traitement conservateur, vous voyez, puisqu'ils recommandaient ce traitement conservateur chez ces femmes de moins de 40 ans pour des lésions qui étaient, vous voyez, de petite taille, de moins de 11 mm, avec des marges obligatoirement négatives, avec une marge supérieure ou égale à 2 mm, et en l'absence de facteurs histologiques de mauvais pronostic, absence de nécrose ou de comédocarcinome. Donc ça, c'est le premier facteur que je voulais souligner parce qu'il faut absolument l'intégrer dans nos réflexions, dans nos décisions concernant les thérapeutiques. Un deuxième point très important, c'est bien sûr un critère histologique, les marges d'exérèse. J'ai mis entre parenthèses la taille parce que, bien évidemment, les marges d'exérèse dépendent aussi de la taille tumorale. Et on voit bien là aussi que l'impact des marges d'exérèse sur le taux de récidive locale, qui est tout à fait évident sur ces courbes.
Et ça m'amène à apporter quelques commentaires relatifs à ces marges d'exérèse. On voit bien que pour les deux courbes du haut ici, les deux courbes du haut, on voit très bien ce qu'on entend par marge atteinte lorsque évidemment le carcinome atteint les marges d'exérèse. Il peut l'atteindre de façon focale, il peut l'atteindre de façon évidemment plurifocale. On voit ce qu'on appelle aussi marge proche ou négative, avec une exérèse donc ici complète, lorsque on a cette fameuse marge supérieure ou égale à 2 mm. Mais même lorsqu'on l'a, cette marge, on voit bien que le statut des marges n'est pas représentatif du tissu environnant. Vous voyez sur cet exemple-là, du bas à droite, qu'on a des critères d'exérèse complète, mais pour autant, on voit qu'il peut y avoir des foyers intracanalaires en périphérie. Quoi qu'il en soit, la marge supérieure ou égale à 2 mm reste le critère que l'on retient dans les indications d'exérèse complète. On sait que la littérature montre que élargir à 3, 4, 5, 10 mm n'apporte pas un bénéfice en matière de contrôle local. Donc la grosse problématique, par contre, c'est inférieur à 2 mm, où là, à mon avis, il y a lieu de discuter sur l'indication d'une reprise locale. Je pense qu'on en fait trop, personnellement. Quand on fait des reprises sur ces critères-là, en tout cas dans notre expérience, dans 30% des cas, on ne retrouve pas de carcinome dans les pièces opératoires. Ce qui veut dire qu'une patiente sur 3 est réopérée pour rien. En fait, elle n'en tire aucun bénéfice. Et dans les autres indications, on n'est pas non plus sûr d'apporter un réel bénéfice aux patients. Donc c'est un réel problème sur lequel je pense on aura du mal à faire des progrès, parce que ces critères, on peut les tourner dans tous les sens. Je pense qu'on a un peu atteint les limites du problème. La place de la radiothérapie, ça c'est un problème qui est assez simple, comme ça exposé globalement. Je me suis appuyé là-dessus sur 4 essais randomisés prospectifs qui sont regroupés dans une intéressante revue de la littérature qui a été faite par Bruno Cutuli, encore lui, qui est un des grands spécialistes français de la question, et qui a rassemblé ces 4 grands essais prospectifs randomisés de la littérature internationale, avec des études, bien sûr, américaines, suédoises et européennes. Alors on peut voir dans ces études que si on regarde surtout la partie inférieure, qui compare donc les patientes qui ont eu, pour certaines, de la radiothérapie par rapport à celles qui n'en ont pas eu, si l'on regarde dans chacune de ces 4 grandes études le taux de récidive locale, on voit de façon évidente et de façon homogène dans ces 4 grands essais que la radiothérapie est globalement très bénéfique puisqu'elle diminue dans toutes les études d'environ 50% le risque de récidive locale. Donc on ne peut pas mettre en cause l'intérêt de la radiothérapie globalement dans les traitements conservateurs des carcinomes in situ. Et ce qui est important d'ajouter, c'est que dans ces études, le bénéfice est retrouvé également dans les populations de carcinomes de bon pronostic, c'est-à-dire même dans les populations qui ont des grades histologiques bas ou intermédiaires, des petites tailles, des marges saines. Ces 4 essais randomisés le montrent. Il y a une étude toute récente qui a été publiée dans le JCO de 2015, donc là c'est vraiment extrêmement récent, de Marc Cormick, qui montre bien, sur une période de 7 ans, que même dans une population à bas risque, on retrouve l'intérêt de la radiothérapie dans cette indication. Alors la petite critique qu'on peut faire par rapport à ces résultats, c'est que on sait très bien que ces récidives locales, et en particulier infiltrantes, peuvent survenir très longtemps après le traitement initial, 10 ans, 20 ans et même parfois 30 ans après, et qu'il faut par conséquent des reculs extrêmement importants sur des populations suffisamment importantes pour pouvoir conclure, et c'est pas très facile. Et la dernière chose aussi, c'est que dans ces essais, il n'est pas tenu compte des caractéristiques biologiques des carcinomes in situ, en particulier des récepteurs hormonaux ou des marqueurs de prolifération. Alors j'en arrive à des choses qui sont un petit peu plus des perspectives maintenant, pour rappeler que les carcinomes intracanalaires, c'est une pathologie qui est extrêmement hétérogène. Pour essayer de s'y retrouver, on a classé ces carcinomes in situ dans des classifications histologiques que j'ai rappelées ici, entre les formes non-comédo et comédo. On fait appel également au grade nucléaire qui permet de différencier 3 groupes, de bas grade, grade intermédiaire et de haut grade. Et puis on en arrive, en associant des marqueurs moléculaires, à des classifications qu'on utilise maintenant dans les cancers infiltrants, avec les sous-types luminal A, B, HER2+, et basal-like. Et on voit donc dans cette
série de la littérature que j'ai utilisée, la répartition des carcinomes intracanalaires entre ces 4 grands groupes. On voit que dans le groupe le plus important, c'est le groupe luminal A, suivi du luminal B, puis de l'HER2+, et le dernier groupe, azalai, qui est vraiment tout à fait anecdotique, même il est absent dans certaines séries. Alors ces marqueurs moléculaires sont extrêmement intéressants, ils sont surtout étudiés dans la littérature, ils sont surtout étudiés dans les travaux de recherche. Ces principaux marqueurs, ce sont, comme dans les cancers infiltrants, les récepteurs stéroïdiens, en particulier à l'estradiol et à la progestérone, les marqueurs de prolifération avec le Ki67, et puis des récepteurs de facteurs de croissance épidermique, HER2 tout particulièrement. Et j'ai indiqué entre parenthèses la fréquence avec laquelle on retrouve ces marqueurs positifs ou exprimés. Et vous voyez que c'est donc des éléments qui peuvent être intéressants d'étudier, ce n'est pas du tout le cas actuellement dans la pratique courante, pour apprécier davantage le devenir évolutif de ces carcinomes intracanalaires. Alors ce qu'on peut en dire, pour rester relativement simple, c'est que tous ces marqueurs qui sont en fait assez peu utilisés en pratique générale et assez peu répandus, en dehors peut-être des récepteurs hormonaux, et je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de centres en France qui pratiquent de façon routinière les récepteurs hormonaux dans les intracanalaires du sein, en tout cas ce n'est pas le cas chez nous à Tours, eh bien on peut voir que ces facteurs en fait n'apportent pas de façon pris individuellement de bénéfices par rapport aux facteurs pronostiques classiques pour mieux cerner les facteurs de risque de récidive locale. Par contre, il semble, dans certaines études du moins, que l'association de plusieurs de ces facteurs peut être utile. J'ai choisi une étude qui m'a paru intéressante, qui est une étude qui est parue en 2010, qui a étudié trois marqueurs, P16, COX-2 et Ki67, dans une série de la littérature qui réunissait plus de 1000 patientes d'un âge supérieur ou égal à 40 ans, donc pour éliminer ce groupe particulier des femmes très jeunes. Tous ces carcinomes intracanalaires étaient traités chirurgicalement par une mastectomie partielle seule, sans radiothérapie, ce qui sous-entend évidemment que ce sont des cancers sélectionnés de bons pronostics, sur une période qui est très importante. Vous voyez, ça va de 83 à 1994. Et dans cette population, on a observé 324 rechutes infiltrantes ou in situ qui ont été revues en détail. Et quand on regarde l'intérêt de ces marqueurs par rapport aux autres variables qui ont été étudiées dans cet article, on voit l'intérêt de ces paramètres, l'âge au moment du diagnostic, le mode de détection, le gras nucléaire, justement ces marqueurs, ces biomarqueurs, pour apprécier le risque de cancer invasif ultérieur. Et on voit la valeur relative de chacun d'entre eux à partir des valeurs qui sont représentées ici. Et on voit que parmi les facteurs qui sont probablement les plus importants, on retrouve justement ces biomarqueurs qui, lorsqu'ils sont tous les trois positifs dans cette étude, font penser que les patientes sont à risque élevé de faire une récidive sur un mode invasif. Et puis cette autre étude qui m'a paru également très intéressante et qui, je pense, ouvre des perspectives d'avenir, parce qu'on est loin d'être encore dans la pratique courante à ce niveau-là, ce sont les signatures génomiques avec cette étude de Soline qui porte sur 327 patientes, là aussi sur une population de carcinome in situ très sélectionnée, puisque les patientes ont eu une chirurgie seule, sans radiothérapie, et que ces patientes donc appartenaient à des groupes de bons pronostics. Il y en avait deux grands types. Une première cohorte de patientes qui avaient un grade bas ou intermédiaire et une taille inférieure à 25 mm. Et la deuxième cohorte qui était des patientes ayant des lésions d'in situ de haut grade, mais de petite taille, inférieure à 10 mm. Dans tous les cas, les marges d'exérèse étaient en zone saine, supérieure à 3 mm. Et dans cette étude, il y a été observé 46 rechutes, vous voyez à peu près ce qu'on retrouve dans la littérature, pour moitié intracanalaire et infiltrant. Et donc l'originalité de cette étude, ça a été de se baser sur un score, appelé score CCIS, reposant sur l'étude de 12 gènes, 5 gènes qui sont représentés ici, qui sont des gènes de référence, ici, et puis au contraire des gènes ici liés au cancer, en particulier des gènes de prolifération,
Ce qui a permis de constituer sur cette base de l'analyse de ces gènes des groupes à risque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces courbes-là, ces deux courbes représentées à droite. Ici, pour les récidives, l'appréciation du risque de récidive infiltrante, donc des patientes à risque de récidive infiltrante, et ici sur un mode in situ. Et on voit que sur le choix des gènes retenus dans cette étude, on voit que les résultats sont très intéressants pour séparer finalement trois grands groupes de patientes, les unes à bas risque de récidive locale infiltrante, à risque intermédiaire et à risque élevé. Donc c'est intéressant parce qu'à partir d'une population a priori à bas risque, traitée dans des conditions particulières, la chirurgie seule, on peut identifier des groupes à risque évolutif différents. Ce n'est pas intéressant uniquement pour savoir quelle va être celle qui va éventuellement donner une récidive locale, mais c'est important aussi probablement pour nous, pour adapter les thérapeutiques. L'idée étant que si on est dans la partie bleue, le groupe bleu de la courbe ici, eh bien probablement c'est là où on pourra faire de la désescalade thérapeutique, peut-être qu'il n'y a probablement pas besoin de radiothérapie, alors que dans les autres groupes, en particulier si le profil est celui-là, eh bien probablement qu'il faut avoir une thérapeutique, je dirais, plus agressive. Donc c'est là où, bien sûr, la radiothérapie a toute sa place. C'est là où certains discutent l'intérêt du surdosage par boost dans la zone tumorale. Et puis c'est là aussi où on peut discuter l'intérêt d'une hormonothérapie par tamoxifène chez les patients qui ont des récepteurs hormonopositifs. Donc on voit que là s'ouvrent des perspectives nouvelles en matière de traitement des cancers in situ du sein, qui ne reposent plus uniquement maintenant sur des critères classiques, la taille, les marges d'exérèse, le grade histologique, mais que probablement dans l'avenir, comme pour les infiltrants, il faudra qu'on prenne en compte d'autres facteurs biologiques qui vont nous aider, dans certains cas, à réduire le traitement pour des femmes qui sont à faible risque de récidive locale, et au contraire à faire des traitements plus importants dans les groupes à plus haut risque de récidive locale. Donc ma conclusion, c'est de dire que finalement, il faut toujours attacher une importance aux critères cliniques, en particulier à l'âge. La taille et surtout la qualité de l'exérèse restent des éléments importants. La preuve de l'intérêt des nomogrammes dans cette pathologie, pour le moment, n'a pas fait sa preuve. Les marqueurs moléculaires, je viens de le dire, sont pour nous un intérêt essentiel pour mieux apprécier le pronostic, aider à la décision thérapeutique et surtout éviter les surtraitements, parce que des fois on a vraiment l'impression de surtraiter certaines patientes. Et donc je pense que ces marqueurs moléculaires peuvent nous y aider. Et j'ai rapporté en anglais, je suis désolé s'il y a des anglophones dans cette salle, c'est la seule diapositive que j'ai mise en anglais, que j'ai reprise dans un article de Rudolph, qui était paru en 2010, qui traduit tout à fait ce que j'ai essayé en tout cas de vous commenter. C'est-à-dire qu'il va falloir se baser sur la combinaison de facteurs à la fois cliniques, histologiques et moléculaires pour mieux apprécier le potentiel évolutif de ces carcinomes et en conséquence adapter au mieux nos possibilités thérapeutiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Cyril pour cette très belle présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Je vous en prie. Alors, si vous me permettez un tout petit commentaire avant, puisque Georges Manson m'a fait remarquer quelque chose de très important, c'est que vous voyez que nous sommes relativement peu nombreux dans cette salle, mais inversement, tout est filmé et c'est accessible sur le site de l'Académie de chirurgie avec 4800 clics qui sont faits tous les jours. Donc la diffusion sera faite. L'accès est libre, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de code. Il suffit de taper sur Académie de chirurgie. Alors pardonnez-moi, enfin c'est aux 4000 personnes qui vont m'écouter que justement je vais pardonner. Ma question est celle d'un campagnard de base et qui est un adepte de Montesquieu qui disait que le paysan n'a pas assez de savoir pour parler de travers. C'est pourquoi je voudrais vous demander une précision de votre exposé tout à fait remarquable. Vous semblez en fait étudier les cas de malades qui sont relativement jeunes, qui ont des microcalcifications, des cancers in situ, et qu'on va vouloir guérir avec le minimum de séquelles, bien entendu. Mais que pensez-vous, parce que vous n'avez pas évoqué le cas, d'une femme de 75 ans chez qui on trouve un cancer in situ?
Est-ce qu'on va faire toutes ces recherches que vous faites, extrêmement subtiles, extrêmement complexes? Est-ce que vous allez lui imposer une radiothérapie, si je comprends bien également, des mammographies, voir comme on le fait maintenant, d'après ce que je sais à Villejuif, des IRM avec des ponctions, etc. Est-ce que vous allez la soumettre à tout ça à 75 ans? Non, mais je crois qu'on est d'accord. Je pensais avoir été suffisamment clair pour bien séparer le cas particulier des femmes jeunes de moins de 40 ans. J'ai insisté sur la valeur pronostique. Et vous avez vu que dans la plupart des études qui suivent, dans les critères de sélection des patientes, on a éliminé justement ces patientes de moins de 40 ans parce qu'elles ont un pronostic très particulier. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, c'est dans cette tranche d'âge, dans les campagnes, je ne sais plus quelle est votre formule, mais dans les campagnes comme ailleurs, qu'on va trouver beaucoup plus de femmes plus âgées, voire de 75 ans. Donc c'est là où il faut garder le bon sens, effectivement. Et donc 75 ans, l'espérance de vie des femmes est d'un peu plus de 80 ans, à ma connaissance aujourd'hui. Il faut en tenir compte, il faudra tenir compte des critères d'agressivité du carcinome qui restent toujours les mêmes, c'est-à-dire essentiellement se baser sur les critères histologiques, le grade nucléaire, les limites XRS qui sont absolument essentielles, et puis tous les autres facteurs dont j'ai parlé, c'est pas du tout de la routine. Je l'ai présenté comme étant une perspective d'avenir. Nous, à Tours, peut-être on peut l'intégrer dans la campagne, on ne fait absolument pas dans les intracanalaires, par exemple, le KI67, tous ces marqueurs biologiques, et encore moins les signatures génomiques. On se base sur des critères classiques. Je voulais simplement expliquer que dans la prise en charge qu'on fait aujourd'hui, on traite de façon assez globale et homogène des femmes et des pathologies qui sont très hétérogènes. Et que l'avenir, par le biais des travaux de recherche, nous permettra d'utiliser de plus en plus des méthodes, des outils qui nous permettront de mieux traiter. Et cette femme de 75 ans, bien évidemment, on aura tendance à lui faire moins de traitements et de la faire entrer dans celles qui vont avoir une désescalade thérapeutique. Alors je veux préciser simplement, vous êtes Tourangeau, excusez-moi. Vous êtes Tourangeau, je suis Poitevin, on est quand même assez voisins, n'est-ce pas? Nous sommes assez voisins. Est-ce que vous ne pensez pas tout bêtement qu'à 75 ans, on lui fait une mastectomie? Pour un cancer in situ, vous allez à 75 ans lui imposer toute cette surveillance, ce traitement complémentaire par tamoxifène, ces mammographies, alors que la pauvre femme, elle est dans son jardin en train de s'occuper de ses poules. Vous ne croyez pas qu'elle serait plus tranquille si on lui enlevait simplement son Alors ça, c'est une question qui peut être considérée à la limite comme philosophique, mais la réponse était... Elle est philosophique. Oui, mais la réponse était dans les recommandations d'un cas que j'ai rappelé, dans les indications de mastectomie, il est marqué en toutes lettres le choix de la patiente. Autrement dit, si la femme de 75 ans le demande et qu'on juge sa demande recevable, ça c'est le discours individuel avec la personne, on peut le faire. Hein. Mais je crois que c'est pas parce qu'elle a 75 ans qu'il faut avoir l'indication de mastectomie facile. Je crois que quand on parle un peu avec les femmes, elles aiment bien quand même garder leur image corporelle. Et leur mari. Je ne sais pas si vous connaissez les paysans poitevins qui ont 80 ans, je peux vous dire qu'ils s'en foutent un petit peu quand même. Alors, nous ne ferons pas de commentaires sur la chirurgie conservatrice ou non du CIS. Il s'avère que bon nombre d'équipes favorisent bien entendu le traitement conservateur, y compris à des âges très avancés. Alors, le critère d'âge ne rentre en réalité très peu dans notre critère de décision. Le critère qu'a souligné Gilles est un élément fondamental, celui de la patiente. Elle vient avec un élément qui est très précis, une volonté d'être guérie et surtout d'avoir une mutilation la moins importante possible. Le deuxième élément important, c'est que, alors même que l'on fait de moins en moins de mastectomie pour des cancers invasifs, faire une mastectomie pour une lésion qui n'est pas d'aussi mauvais pronostic qu'une lésion invasive est un peu contradictoire. Donc il faut garder quand même à l'esprit que les patientes veulent, dans la très grande majorité des cas, un traitement conservateur, et ce, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Puis les récidives locales sont souvent très tardives aussi, hein, donc 75 ans, si elle fait une récidive, elle risque de faire 10, 15, 20 ans plus tard. Donc. Alors, une autre question pour Gilles, parce que pour moi c'est un élément très important. Est-ce que vous avez des indications de mastectomie sous-cutanée pour des patientes ayant des carcinomes intracanalaires?
Dans notre pratique, oui, on le fait. Alors je sais que ça peut être critiquable. Mastectomie subcutanée, pour qu'on soit bien clair, c'est une mastectomie qui conserve l'ensemble de l'étui cutané. Par contre, je ne sais pas si c'était inclus dans ta question, c'est le problème de la plaque aréolomoblonaire. Là, par contre, on est beaucoup plus restrictif, nous, hein, parce que normalement, il faut avoir une marge suffisamment importante entre le carcinome et la plaque aréolomoblonaire. On sait très bien que c'est très difficile à apprécier. Lorsqu'on le fait, c'est vraiment à la demande insistante de la patiente, sur des critères radiologiques qui nous permettent de penser que le carcinome est suffisamment loin de la plaque, et on avertit la patiente que si jamais l'examen définitif nous montre qu'on passe trop près, il faudra refaire un deuxième temps opératoire, qui peut d'ailleurs se faire très simplement sous local dans un deuxième temps pour enlever la plaque. Mais on en fait, pour répondre à votre question, j'espère avoir été assez précis, de préférence en ne conservant pas la plaque aréolomoblonaire. C'est notre pratique en tout cas. Merci. Il y a-t-il d'autres questions dans la salle? Sinon, nous allons passer à la deuxième communication qui est celle de... Pardon, excusez-moi. Just one question. Yes, Rolf. Sorry, if you could please repeat what is the final suggestion if we have a tumor less than 1 centimeter with no necrosis and no comedo and with very clear and generous margins. You said we can have a conservative treatment, but conservative treatment, you mean radiation therapy in any case? Because as far as I know, in this case, we may be okay if we do nothing else, if it's all clear, and with these good factors. So, in this case, I would like to repeat if possible what is... Moi, je ne maîtrise pas suffisamment anglais, donc si... It's clear that there is an indication for conservative treatment without radiotherapy. As he said before, there is some criteria to opt for conservative treatment without radiotherapy, especially when the CIS is luminal A. Because you know that in this case the rate of recurrence is very low, and you have the opportunity to switch with hormonal therapy such as tamoxifen.